Système de guidage. Branché. Pilote automatique. Présent. Indicateur de matière obscure. Il fait un bruit. Tous les systèmes opérationnels. C'est parti. Ça va vous secouer un petit peu. Qu'est-ce que c'est pas possible de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le travail. Voilà ce qu'il fallait dire à ce bon peuple. Voilà ce qu'il fallait dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. L'injonction à l'intégration a fait le lit des discriminations, des frustrations, a été le terreau de toutes les formes de radicalisation parce que toutes les fois où on appelle quelqu'un à s'intégrer, on veut faire la démonstration qu'il n'en présente pas les signes et qu'il n'en est pas capable. Est-ce qu'on a le droit de dire « je ne suis pas Charlie » Maintenant, tu veux dire? Et est-ce qu'on a le droit de dire « il y a une bombe sous le turban du prophète » Ah oui. Mais non. Nous, ça nous intéresse pas de dire ça. Et est-ce qu'on a le droit de dire « la France est raciste » Attends là. Et est-ce qu'on a le droit de dire « nique la France » Ça, on le saura à la fin du procès de Bois-Mama mi-mars. Et est-ce qu'on a le droit de dire « je suis content que la gauche radicale arrive au pouvoir dans un pays d'Europe » Si elle est vraiment radicale, ici, on peut le dire. Et est-ce qu'on a le droit de répéter 15 fois le même début de phrase « moi, président, je... » Ta gueule. Et est-ce qu'on a le droit de dire « je paye pas ma dette » Alors ça, jamais. Tu crois que le petit Papa Noël descendra du ciel pour enflouer ton compte en banque? Sur l'air de l'international, peut-être. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. C'est Radio Campus, vous écoutez Travail ta gauche, l'émission qui devrait s'adresser à votre entendement pendant 1 heure, tous les premiers et 3e lundis de chaque mois. Nous surveillons votre droite. Nous suivons le fil de notre réflexion lancée il y a 2 semaines avec Saïd Bouamama, sociologue militant, William Roger, syndicaliste enseignant, Gilles Balbastre, documentariste sur nada-info.org, Didier Porte, humoriste exception de la liberté d'expression, et bien sûr, Nathalie Saint-Cric, Yvan Rioufol et Philippe Tesson. On a le droit de se demander si on est ou pas Charlie, ou on peut continuer à réfléchir aux causes profondes et aux conséquences réactionnaires de l'attentat de Charlie Hebdo. Medine, don't panic. Muslim, je le suis everyday. Écoute ma chronique d'une république effritée. Boulet rien de ta barbe, dis-leur don't panique. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panique. Africain de ta peau, dis-leur don't panique. Musulman de ta foi, dis-leur don't panique. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panique. De dire à ce micro ce que tu as ressenti le 7 janvier quand tu as appris cette terrible nouvelle. J'ai refusé d'en parler à tous les médias qui m'ont contacté, ils ont été nombreux, ceux qui ne me contactent jamais parce qu'ils trouvent que j'ai un discours trop radical et trop critique, comme par hasard. À chaque fois qu'il y a une question liée à l'islam ou au terrorisme, me contactent avec toujours la même question, comment réagis-tu, valides-tu, condamnes-tu, as-tu été ému, etc. Pour Radio Campus, je vais dire oui, parce que je vous connais et parce que je sais vos préoccupations. Je refusais de me justifier ou de décrire mon émotion parce qu'il y a à chaque fois un traitement médiatique en termes d'injonction à se distinguer, d'injonction à s'émouvoir, d'injonction à condamner, sans jamais rechercher les causes. C'est comme si on maintenait des causes qui font exploser des situations et en se contentant de mettre de l'eau sur les conséquences et jamais traiter les causes. C'est pour ça que je disais toujours non. Mon émotion, elle était une émotion vive, la même que tous les habitants de ce pays, et très franchement la même que de quasiment 95%, 99% des populations dites de confession musulmane, parce que cette confession elle peut être réelle, mais elle peut être supposée. C'est une émotion vive pour 2 raisons. La première, parce que pour l'essentiel des musulmans de ce pays, ce type d'acte
ça signifie le développement des amalgames vis-à-vis de l'islam. Et effectivement, ce réflexe spontané des personnes de dire qu'est-ce qu'il va nous arriver, eh bien, il a été vérifié puisque plein de choses sont arrivées après en termes de développement de l'islamophobie. Et la seconde chose, eh bien, c'est parce que jamais l'assassinat d'une personne ou de plusieurs personnes, jamais les attentats ne font avancer quoi que ce soit de manière progressiste. Et donc, je me disais, c'est un signe supplémentaire de la crise de ce système, un signe supplémentaire du fait qu'on a produit des désespérés, des nihilistes, et ça, c'est jamais bon pour une société. Donc, mon émotion, elle était vive. Je ne l'ai pas exprimée parce que je ne voulais pas qu'elle soit instrumentalisée pour diaboliser une partie de la population, mais elle était vive. Il y a une humoriste tunisienne qu'on peut retrouver sur le net qui a fait un petit sketch d'1 minute, vous pouvez la mettre dans votre émotion, d'1 minute, et qui a dit dans votre émotion. Voilà, dans votre émission, mais vous voyez, qui décrit assez bien comment les personnes issues de l'immigration ont réagi aux attentats. Ça s'appelle Appel aux islamistes, aux djihadistes, aux cyclistes et aux pianistes. Vous tapez ça sur Internet, vous tombez dessus. Qui est effectivement, d'une part l'émotion, d'autre part, immédiatement la question, qu'est-ce qu'on va morfler? Ça a été ça la réaction des personnes. Et donc oui, on était ému. Et oui, immédiatement, en plus de cette émotion, on a vécu la peur des conséquences. Qu'est-ce qu'on risque quand les médias, d'une façon massive, font ce que je viens de faire, c'est-à-dire posent des questions à des victimes ou à des victimes collatérales, finalement, de dire qu'est-ce que vous ressentez? Et cette forme de journalisme, là, ça peut amener à quoi? C'est une forme de journalisme qui met à l'index. C'est une forme de journalisme qui vous case, qui vous met en suspicion de ne pas être comme les autres, et donc qui vous désigne comme une population dangereuse. Parfois, c'est fait de manière, généralement, c'est fait de manière sincère, n'empêche que le résultat est qu'on va demander à certains Français de se justifier, ce qu'on ne demanderait pas à d'autres Français. De la même façon, on ne s'aperçoit pas du traitement inégal et de comment c'est ressenti. Lorsque un chrétien intégriste fait un attentat, comme il y a quelques mois, on ne va pas aller demander à tous les chrétiens ou à tous les supposés chrétiens, mais est-ce que vous condamnez? Et ce traitement-là qui est banalisé aujourd'hui, qui semble justifié aux yeux de plein de gens, ce traitement-là est immédiatement perçu, 1, comme un traitement inégal, 2, comme une insulte, parce que bien entendu, le premier réflexe c'est de dire mais c'est quoi cette barbarie, c'est quoi ces actes barbares, hein, c'est pas les tueurs qui sont des barbares, c'est les actes qui sont barbares. Et la vraie question, c'est comment une société enfante un nihilisme qui conduit à ce type d'acte. C'est ça la véritable question, beaucoup plus que de se dire on va simplement réprimer. C'est vrai qu'il faut se poser la question de savoir quelle est la responsabilité collective de tels actes. Ou bien on laisse l'écume de la rage déborder et on cherche des coupables. Je les somme presque aujourd'hui de bien nous faire comprendre qu'ils n'adhèrent pas. C'est évident qu'ils n'adhèrent pas. Rokhaya Diallo, vous êtes musulmane, hein, oui, je suis musulmane. Vous vous sentez directement concernée par ce que dit quand j'entends dire qu'on somme les musulmans de se désolidariser d'un acte qui n'a rien d'humain, oui, effectivement, je me sens visée. J'ai le sentiment que toute ma famille et tous mes amis musulmans sont mis sur le banc des accusés. Vous ne comptez pas vous désolidariser. Non, mais vous pensez vraiment que je suis solidaire? Excusez-moi, mais ce sont quand même des attentats qui sont commis par des gens qui se réclament de votre religion. Vous avez vraiment besoin que je verbalise le fait que je suis aussi choquée que vous? J'aimerais effectivement, donc moi je suis la seule autour de la table à devoir dire que j'ai rien à voir avec ça. Un peu cette je suis extrêmement choquée parce que vous êtes en train de dire Yvan Rioufol et c'est ce qui crée la division. D'une part, vous exprimez en tant que catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'exprime en tant que citoyen. Oui, moi j'ai pas la casquette citoyenne. Moi je suis que musulmane citoyenne. Ouah, le bordel! Ça me rappelle la chronique de Didier Porte dans Arrêt sur image, où il nous montre que les racismes ne sont pas tous mis sur le même pied d'égalité. Républicaine, bien sûr. Alors il y a eu l'attentat, il y a eu l'émotion, il y a eu les chaînes 24 heures d'infos qui ont dû tourner au maximum à ce moment-là, et puis il y a eu des réactions. Il y a eu 150 passages à l'acte en 15 jours. Ces passages à l'acte, ça a été du lancement de grenades dans des mosquées. Il y en a eu 2. Jusqu'à des agressions physiques de personnes uniquement parce qu'elles étaient d'apparence musulmane, comme dirait Sarkozy. Il y a eu des têtes de porc et des viscères de porc déposés devant des salles de prière. Il y a eu des arrachages de voiles brutalement dans la rue. Il y a eu des insultes par dizaines, des graffitis, etc. 150 en 15 jours, c'est plus que toute l'année précédente. C'est plus que toute l'année 2014, où on en a 102.
ça signifie que la manière dont les médias ont rendu compte des attentats et de l'émotion. Que l'instrumentalisation qui a été faite de cela, de l'émotion légitime de millions de citoyens français, a été entendue comme une autorisation à passer à l'acte. Je crois qu'on paye là les 15 ans de discours islamophobes, tous les débats qui ont accumulé des images du musulman, des images de l'islam comme dangereux. Et là, les attentats apparaissaient comme étant, vous voyez, il n'y a plus de débat, c'est évident qu'ils sont dangereux. Et ça, ces passages à l'acte-là, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique parce que rien ne garantit que ça s'arrête. Puisque comme si c'était simplement la réaction à l'attentat, je pourrais dire dans quelques jours on n'en parle plus. Sauf que ça fait 15 jours et ça continue. Il y a encore eu des agressions hier, encore avant-hier. Et donc on se retrouve devant une situation dans laquelle plein de gens qui ne comprennent plus rien à la société parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils sont dans leur pauvreté, etc., peuvent passer à l'acte. Nous sommes devant, comme dirait Marx sur la crise, Marx a cette image sur la crise, en disant mais les capitalistes sont comme des sorciers qui jouent avec le feu et après qui sont dépassés par le feu qu'ils ont enclenché. On a l'impression que là, c'était criminel de développer l'islamophobie dans une société fragilisée et que les attentats, amène toute une partie de la population à se dire « j'ai trouvé mon ennemi, ce sont les musulmans ». Donc ça, c'est une situation extrêmement dramatique sur laquelle il faut absolument réagir. Je crois que la réaction à ça, c'est de visibiliser qu'il y a d'autres Français qui refusent cette islamophobie. J'en profite pour faire un coup de pub. Le 28 février, il y a à Lille, 15h, place de la République, une grande manifestation. On peut avoir les opinions qu'on a différentes sur la société, c'est juste pour dire... non, il y a une France qui refuse l'islamophobie, qui refuse cette forme de racisme contre l'islam. Et donc voilà, le 28 février à 15h. On n'est pas obligé d'être Charlie, ni de ne pas l'être. Voilà, absolument. J'ai un document qui va faire du bruit, croyez-moi, un truc explosif. Il s'agit d'une interview de Dieudonné par Jean-Marc Morandini sur l'antenne d'Europe 1, mardi matin dernier, il y a tout juste 3 jours donc. Je vous en ai retranscrit les passages les plus scandaleux et vous allez voir que le pseudo-humoriste se lâche complètement et dans le contexte actuel, c'est vraiment inquiétant. C'est parti, accrochez-vous. Dieudonné. D'où vient le problème? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des juifs? On le dit, ça? Moi, je le dis. Voilà un exemple. Jean-Marc Morandini. Attendez, ça veut dire que les juifs sont les seuls responsables de l'atteinte à la laïcité? Dieudonné. Écoutez, je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les juifs qui amènent la merde aujourd'hui? Il faut le dire, quoi. Morandini. Mais là, on est dans la stigmatisation totale. Attention, parce que ce que vous dites, c'est super violent. C'est les juifs qui amènent la merde en France. On peut pas dire ça, Dieudonné. Ah bon? Et qui vous en empêche? On ne peut pas le dire? Prouvez-moi le contraire, Morandini. Mais c'est pas les juifs, Dieudonné. Vous savez bien quel jeu vous jouez quand vous dites ça, enfin, franchement. Dieudonné, ok, alors c'est l'église catholique, Morandini. Mais non, Dieudonné, ok, c'est les musulmans, voilà, allons-y, Morandini. On peut pas dire c'est les juifs, Dieudonné. C'est pas les juifs, c'est le fanatisme qui est en cause. C'est pas la même chose, Dieudonné. Mais où sont-ils les fanatiques aujourd'hui? Morandini, dites les fanatiques, mais pas les juifs, Dieudonné. Mais les fanatiques revendiquent le judaïsme, excusez-moi, donc ils sont juifs, zut! Fin de l'interview. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? C'est hallucinant. Vous y croyez pas? Attendez, j'ai le document original, vous allez voir que j'ai rien inventé. D'où vient le problème? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des musulmans? On le dit, ça? Ben moi, je le dis. Alors, voilà un exemple. Vous allez encore me dire... Vous n'avez pas un autre exemple? Ça veut dire quoi? Attendez, ça veut dire les musulmans sont les seuls responsables de l'atteinte à la laïcité, pour vous? Écoutez, je rêve ou quoi? C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Certains. Mais là, on est dans la stigmatisation totale, Philippe Tesson. Non, attendez, stop, attention, parce que ce que vous dites, c'est super violent. Vous dites c'est les musulmans qui amènent la merde en France. On peut pas dire ça. Ah bon? On ne peut pas. Et qui vous en empêche? On peut pas le dire? Prouvez-moi le contraire. Oh flûte, je me suis trompé. J'ai confondu Dieudonné, le journaliste Philippe Tesson, et les juifs et les musulmans. Oh, c'est trop ballot, hein. Suis-je distrait quand même? Je m'en veux. Donc c'est bien Philippe Tesson qui est interviewé par Morandini sur Europe 1. Mais c'est pas les musulmans, Philippe. Vous jouez le jeu, vous savez bien quel jeu vous jouez quand vous faites ça. Enfin, alors, franchement... Non, c'est vrai, c'est l'église catholique. Mais non, mais vous ne pouvez pas dire c'est les musulmans. C'est les juifs, n'est-ce pas? Voilà, allons-y. On ne peut pas dire c'est les musulmans, Philippe.
Surréaliste, non, hein? Alors si on m'avait dit qu'un jour je recevrais la voix de Jean-Marc Morandini comme celle de la raison et du recadrage déontologique, je pense que j'aurais eu un peu de mal à le croire. C'est pas les musulmans, c'est le fanatisme le problème. C'est pas les musulmans, c'est pas la même chose. Pour reprendre la présentation sur l'école, les fanatiques aujourd'hui. Mais dites les fanatiques, mais dites pas les musulmans. Enfin, les fanatiques revendiquent l'islam. Excusez-moi, donc ils sont musulmans. Zut, quoi. La conséquence de cette diatribe islamophobe prononcée à la radio par l'ancien directeur du quotidien de Paris il y a tout juste 72 heures, un coup de gueule de Massescaron, le directeur de la rédaction de Marianne, un billet réprobateur d'Enlibé, mais pas du patron, d'un sous-fifre, un communiqué de la LICRA qui se réserve le droit d'engager les poursuites, mais se garde bien de le faire, et un silence de plomb de la part du parquet, du gouvernement et de la classe politique quasi unanime, à l'exception de Cécile Duflot et du socialiste Patrick Menucci. Le seul à avoir porté plainte pour incitation à la haine raciale est un Français anonyme prénommé Bachir. Commentaire a posteriori du délinquant confit de remords, il me semble avoir dit une évidence, ce qui en arabe peut se traduire par « je vous emmerde ». Bon. Et pourtant, Philippe Tesson a le racisme en horreur. Il y a quelques mois à peine, voici ce qu'il proposait d'infliger à Dieudonné pour lui faire ravaler ses blagues antisémites. Il n'y a pas de pitié pour ça. Ce type, sa mort par exécution par un peloton de soldats me réjouirait profondément. Je peux aller jusque-là. Alors en guise de conclusion, je rappellerai que depuis les attentats, l'État français a engagé environ 70 procédures pour apologie du terrorisme, dont une contre Dieudonné pour avoir déclaré « Je me sens Charlie Koulibaly », ce qu'il justifie depuis en indiquant qu'il se sent effectivement traité comme un terroriste dans son pays. Je signale également qu'en Isère, un garçon de 28 ans diagnostiqué comme déficient mental léger depuis son enfance a écopé de 6 mois de prison ferme pour avoir proclamé « Ils ont tué Charlie, moi j'ai bien rigolé alors qu'il était en état d'ébriété ». Un exemple parmi d'autres, 6 mois de prison ferme. La dépêche ne précise pas si ce dangereux terroriste en puissance est de confession musulmane, mais si ce n'est pas le cas, Philippe Tesson l'embrasse bien fort et lui souhaite une bonne détention. C'est le compte panique vêtements. Le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mais mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un religieux avec le sens de l'entertainment. Aucun autre axe dans mes chronopostes. Y croire c'est comparer les motocrottes et les motocross. Mon dynamisme est un bâton de dynamite, effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Don't panique, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidates à l'excision. Nous aussi on souhaite émanciper la femme, mais on ne réglera pas le problème en relouquant les Afghans. Travail égal, fiche de paye inégale pour femmes. C'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame. Parce que silencieux sont leurs marches. Pour respecter nos sœurs on n'attendra pas le 8 mars, non. Hypocrisie d'une société patriarcale qui transforme l'injustice en patriote acte. Libertine, laïcité, liberticide qui violent nos droits civiques sans préservatif. L'injonction à l'intégration a fait le lit des discriminations, des frustrations, a été le terreau de toutes les formes de radicalisation parce que toutes les fois où on appelle quelqu'un à s'intégrer, on veut faire la démonstration qu'il n'en présente pas les signes et qu'il n'en est pas capable. Mais qu'est-ce qu'un sociologue marxiste, matérialiste comme Saïd Bouamama va nous déterrer comme cause à l'attentat dans les profondeurs des faits sociaux? Si l'on prend en compte l'évolution du monde depuis la fin de l'équilibre bipolaire qui était constitué par l'existence de l'Union soviétique et l'affrontement Est-Ouest, depuis ce moment-là, on a eu un repositionnement d'un certain nombre de grandes puissances autour de la concurrence pour le contrôle du pétrole et des routes du pétrole, des minerais stratégiques et des routes du minerai stratégique. Cette concurrence-là a été encore aggravée par le fait qu'un certain nombre de pays émergents, de pays qui auparavant étaient des pays sous-développés, entrent dans l'industrialisation et donc eux ont eux-mêmes besoin de pétrole et de minerais. Et donc il s'agissait de les bloquer aussi dans l'accès à ces minerais, dans l'accès à ce pétrole. Ça a provoqué toute une série de guerres. Ces guerres, elles ont eu lieu où? Elles ont lieu essentiellement dans des pays dans lesquels la majorité de la population était musulmane. Et donc il y a quelque chose qui va se constituer parce que ces guerres-là, avec les massacres qu'elles ont constitués, ces guerres impérialistes, ces guerres colonialistes, ça a signifié une misère absolue, ça a signifié des dizaines de milliers de morts. Et en plus de cela, dans une période où l'Occident est venu encore plus piller le tiers-monde et donc créant une misère, même dans les pays où il n'y a pas de guerre, une misère absolue.
Quand on regarde les chiffres, les indicateurs économiques, la misère s'est accentuée depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Elle est plus forte que dans les années 70. Et donc on se retrouve avec des situations dans lesquelles des populations énormes en sont arrivées, par absence de perspective politique, à ce que j'appelle une haine de l'Occident. C'est pas moi qui l'appelle ainsi, c'est Jean Ziegler, un grand chercheur suisse qui travaille pour l'Organisation des Nations Unies et qui souligne cette création d'une haine de l'Occident en raison de l'exploitation et en raison des guerres. Une seconde cause, parce que bien entendu, ces guerres vont se faire à partir de 2001, à partir d'une idéologie. Une idéologie élaborée dans les think tanks aux États-Unis, ils ne le cachent même pas, on a les rapports officiels, qui est de dire pour justifier nos interventions, si on va dire que c'est pour faire des guerres du pétrole, nos peuples vont se révolter. Le peuple français ne va pas être d'accord, le peuple états-unien ne va pas être d'accord. Il faut donc trouver une couverture idéologique à cela. Et cette couverture, eh bien, ça a été l'islamophobie. C'était l'islamophobie, c'est-à-dire qu'on a développé des justifications idéologiques en termes de guerre de civilisation. C'est Huntington, un chercheur états-unien Huntington qui l'a théorisé en disant que l'islam est allergique à la civilisation. En tant que tel, c'est pas tel ou tel pays, c'est pas telle ou telle interprétation de l'islam, c'est l'islam en tant que tel est allergique à la civilisation. L'islam serait allergique, alors que les autres religions ne le seraient pas, serait allergique à l'émancipation des femmes. L'islam serait allergique aux règles de droit et à la démocratie en tant que telle. Et depuis les attentats de 2001, on a une véritable campagne idéologique reprise ici en France par les hommes politiques de droite en particulier, mais aussi maintenant par le Parti socialiste, qui ont diffusé ces idées d'un islam qui serait une religion particulière, contrairement aux autres religions, qui serait une religion qui n'est pas capable d'évolution, qui en elle-même, dans son essence, serait contradictoire. Je me suis amusé la semaine dernière à aller regarder du côté de la Bible les appels au meurtre, et du côté de la Torah les appels au meurtre. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que il y en avait beaucoup. C'est-à-dire qu'on on pourrait tenir un discours, je le ferai pas, parce que ce serait complètement anti-scientifique, mais on pourrait tenir un discours sur la Bible comme porteuse de guerre, la Bible comme contradictoire avec la démocratie, la Bible comme contradictoire avec le droit des femmes. On pourrait tenir exactement la même chose. Il faut donc questionner pourquoi il y a ce focus sur l'islam à un moment donné et pas le même focus sur d'autres religions. C'est bien entendu pas de l'islam dont il est question. Il est question de l'islam pris comme couverture idéologique par un certain nombre de groupes politiques et donc de l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques. Et donc ça n'est pas la même chose. Et la distinction est essentielle, parce que sinon on mélange le croyant et celui qui tente de récupérer les croyances des gens. C'est deux choses complètement différentes. Et si on ne fait pas la distinction, on déclare une guerre à une religion. Or, la démocratie, ça n'est pas la guerre aux religions, c'est de considérer que les religions doivent rester dans la sphère privée, ça n'est pas leur déclarer la guerre. Qu'est-ce que c'est que la vie dans les classes et milieux populaires aujourd'hui ? Nous tous, nous le savons, les auditeurs de Radio Campus le savent, mais ils oublient les conséquences que ça a. C'est d'abord une paupérisation massive. Lorsqu'on a des quartiers populaires dans lesquels il y a du 40% de chômage, on le dit, on le dénonce dans nos messages politiques, mais on a tendance à oublier que ça a des conséquences concrètes sur les trajectoires des gens, sur leur devenir, sur leur manière de penser. Lorsqu'on ne sait pas ce que l'on va devenir la semaine prochaine, lorsqu'on ne sait pas si on va pouvoir payer son loyer, ça crée un rapport à l'angoisse, un rapport à l'immédiateté, un rapport aux voisins, un rapport à plein de gens qui sont des rapports qui sont inévitablement tendus. Bien entendu, tous ceux qui sont pauvres ne deviennent pas des personnes qui commettent des attentats, mais il faut prendre en compte ce que ça a signifié comme dégradation dans les lieux d'habitation de ces populations. Second processus, il n'y a pas que la paupérisation, il y a aussi la précarisation. C'est-à-dire qu'il y a encore plein de travailleurs dans les quartiers populaires, y compris dans les 40% de chômeurs, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent jamais. Simplement, leur travail, c'est un petit bout d'intérim par ici, un petit bout de CDD par là, et ça n'est jamais une assise qui permette de projeter dans l'avenir. Or, le besoin de tout être humain, c'est d'avoir un minimum de stabilité. C'est de se dire, dans 6 mois, je pourrais m'acheter une voiture, ou dans 3 ans, je pourrais changer d'appartement. Et ça, dans les quartiers populaires, cette image de l'avenir, elle n'existe plus. La paupérisation et la précarisation massive des milieux populaires créent un terreau qui favorise le terrorisme, mais pas le seul terrorisme sous la forme des attentats. Ça favorise aussi le développement de la violence des pauvres contre les pauvres. On a beaucoup parlé de Marseille autour des assassinats, des jeunes qui s'assassinent, etc. On a à chaque fois ramené ça uniquement au trafic de stupéfiants. C'est un développement des rapports sociaux violents de proximité. Un grand auteur, Frantz Fanon, disait « Lorsqu'on n'a pas encore espoir de s'en sortir par une cible politique, parce qu'on n'a pas encore un canal d'expression politique qui nous dit « c'est les banquiers, c'est ça, etc. » Eh bien, on recherche son voisin dans la proximité. Et Fanon dit, lui il parlait de l'époque coloniale, il dit « c'est l'époque
où les Arabes tuent les Arabes et les Noirs tuent les Noirs, parce qu'ils n'ont pas encore compris que c'était le système colonial qui était leur ennemi. Eh bien, aujourd'hui, dans les quartiers populaires, on a cette pauvreté, cette précarité qui crée ce type de nihilisme, le nihilisme contre soi. Regardons le nombre de dépressions, le nombre d'autodestruction, la toxicomanie et tout cela. Ça crée de la violence contre ses proches. C'est plus facile de s'attaquer aux voisins que de s'attaquer à la police quand la police vient nous humilier. Si on avait eu que la paupérisation et la précarisation, on aurait eu des formes de violence, mais pas forcément des attentats. Se sont rajoutés à ça quelque chose qui touche spécifiquement les Français issus de l'immigration, les Français dont les parents viennent des anciennes colonies. Ce sont les discriminations. J'en parle souvent, il n'y a pas d'écho politique dans les médias, il n'y a pas d'écho politique dans les préoccupations gouvernementales, et il n'y en a malheureusement même pas beaucoup dans les discours de gauche et d'extrême gauche dans ce pays, c'est comme si ça n'existait pas. Sauf qu'une enquête du Bureau international du travail depuis 2008 souligne que 4 employeurs sur 5 disent préférer le candidat du groupe majoritaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas issu d'immigration, au candidat du groupe minoritaire quand la personne issue d'immigration, à diplôme égal, à trajectoire égale, à CV égal, c'est exactement les mêmes CV. Et donc on a une discrimination massive, c'est-à-dire qu'en plus de la pauvreté et de la précarité qui touche Jean-Pierre et Mohamed va vivre en plus cet accès au logement, à l'emploi, etc. de manière particulière. Ça crée le sentiment de ne pas être un Français comme les autres. Et je terminerai dans les causes en soulignant le fait qu'en plus, depuis une quinzaine d'années, on a eu le développement par médias interposés et par hommes politiques interposés d'une islamophobie d'État et d'une islamophobie médiatique. Et ça va créer un sentiment, effectivement, de ne pas être des Français comme les autres, en tout cas de ne pas être regardés comme des Français comme les autres. Tant que c'était les parents, ça faisait pas trop de dégâts, parce que les parents ont vécu les discriminations, les parents ont pu vivre des insultes racistes. Mais ces parents considéraient qu'ils n'étaient pas chez eux. Ils considéraient qu'ils étaient étrangers. Les Français, c'est les petits Mohamed et le petit Mamadou, se retrouvent en situation de se sentir rejetés dans leur propre pays. Ils n'ont même plus la protection psychologique qui est de dire « je suis pas chez moi, je rentrerai un jour ». Eux, ils savent qu'ils ne peuvent rentrer nulle part. Et que, par conséquent, c'est un sentiment d'illégitimité de présence chez soi. C'est une des formes de la violence symbolique les plus fortes. Tu ne connais que la France, tu n'es que français, toutes tes références sont françaises, même si tu écoutes, même si tu es musulman, même si tu allumes de temps en temps la télé câblée, mais tes réflexes, ta sociologie, tes habitus quotidiens sont des habitus d'ici. Et on te fait savoir, par la discrimination et surtout par le discours islamophobe, on te fait savoir, toi je te regarde pas exactement comme quelqu'un d'ici. La violence est énorme, elle crée un gouffre de souffrance psychologique dans lequel toute une série de personnes peuvent se retrouver malheureuses et certains d'entre eux deviennent instrumentalisables, récupérables par des manipulateurs de la haine que sont ceux qui utilisent l'islam à des fins de terrorisme. Qu'est-ce que la gauche est capable de lire de la situation sociologique de ce pays? Je vais juste prendre un exemple. Novembre 2005, on a 400 quartiers qui explosent pendant 21 jours, avec affrontement avec l'État. C'est la plus grande émeute populaire depuis la Commune de Paris. On aurait pu se croire que, tout en condamnant peut-être le fait de brûler des voitures, etc., il y ait un discours qui dise « mais c'est nos enfants, ce sont des enfants d'ouvriers là ». On n'a pas eu ça. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté à regarder le peuple de France tel qu'il est. Je pense que c'est l'intérêt fondamental de la classe dominante que d'entretenir un certain nombre d'images, d'islamalgame justement, d'amalgame sur l'islam, qui empêchent la convergence de tous les gens de la classe ouvrière et des milieux populaires. Pour une raison toute simple. Il y a 5 millions en moyenne, d'après les statistiques. Enfin, on commence à parler, alors qu'auparavant c'était tabou, de personnes, nous dit-on, issues de l'immigration. Personnellement, je les évalue à plus, mais 5 millions. Ces 30% sont les secteurs les plus productifs. C'est-à-dire que si demain on envisage une grève générale et qu'on n'a pas réussi à ce que les personnes issues de l'immigration se reconnaissent dans les organisations de la classe ouvrière, parce que justement, il y a silence sur l'islamophobie, il y a silence sur tout ce qui se joue, etc., eh bien, il n'y a rien qui peut se faire en termes d'offensive générale. Et je pense que les classes dominantes ont intérêt à, parce que c'est une des phrases que j'utilise souvent, à diviser ceux qui devraient être unis et à unir ceux qui devraient être divisés. Et je pense vraiment que là, il y a une vraie interrogation à faire à gauche. Quant aux religions, il faut qu'on réapprenne la dialectique, il faut qu'on réapprenne le marxisme. Marx disait toujours qu'il n'y a pas une position qui est valable en toutes circonstances.
il faut toujours la resituer dans le temps et dans l'espace, toujours la resituer par rapport aux enjeux sociaux, à qui a intérêt à quoi. Quelle était la position à avoir par rapport à l'Église catholique au moment où la gauche apparaît? Une Église catholique qui est du côté du pouvoir, une Église catholique qui est l'assise idéologique du pouvoir, une Église catholique qui est aux mains des puissants. C'était bien entendu la critique radicale. C'est une religion de dominants. L'islam a-t-elle ces caractéristiques-là? L'islam est-elle la religion de la classe dominante ici? L'islam est-elle la religion qui diffuse les points de vue réactionnaires à une échelle telle que ça peut influencer la société? L'islam est-elle... C'est-à-dire que si on ne situe pas les religions dans leur contexte, dans leur poids symbolique, dans leur rapport aux classes sociales d'aujourd'hui, eh bien on va tout confondre. Personnellement, je pense que l'islam n'est pas aujourd'hui un problème dans le rapport de classe, ce qui n'était pas le cas de l'Église catholique dans le passé. Et la focalisation sur l'islam, la confusion entre ce rôle de l'islam et le rôle qu'a pu jouer l'Église catholique du XIXe siècle est une analyse mécaniste, non dialectique, mais ça montre peut-être que la gauche a oublié la dialectique. On a vu les causes de l'attentat, intéressons-nous maintenant aux conséquences politiques. Avec William Roger pour commencer, il est secrétaire de la CGT Éducation pour le Nord, et c'est à l'école que les hommes politiques au pouvoir voudraient qu'on explique mieux aux enfants comment bien se conduire. C'est un peu fouillis, avec des choses dont le lien tel qu'il est annoncé n'est pas forcément évident. Quand la ministre parle de l'éducation aux nouvelles technologies, faut voir ce qu'il y a derrière. Si c'est mieux que les enseignants soient mieux en capacité d'expliquer aux élèves tout ce qu'il y a derrière Internet, savoir distinguer les fakes des vraies informations, les aider à analyser ce qui est une source première, une source secondaire, tout ça, oui, ça peut être intéressant. Ce n'est que généraliser au demeurant des choses qui existent déjà, parce que nombre d'enseignants quand même connaissent et font déjà dans leur enseignement une part de ce travail-là. Après, faire une grande journée thématique annuelle autour de la laïcité, moi je suis pas trop attaché à ces grandes dates. Il existe déjà aujourd'hui plein de grandes dates à longueur d'année où l'accumulation des grandes dates tue les grandes dates. On ne sait pas trop ce qu'on y fait. Ce qui est important, c'est d'avoir des enseignants qui sont en capacité de comprendre le monde dans lequel ils sont réellement et comprendre les élèves les élèves qu'ils ont en classe. Ça, c'est important, parce que ce qu'on a vu dans les événements après la tuerie de Charlie Hebdo, c'est parfois des difficultés qu'ont eu les enseignants à faire face à la situation. C'est-à-dire savoir mettre des mots sur les événements et savoir comprendre les réactions des enfants et des jeunes qu'ils ont en face d'eux. Parce que ça, c'est important. On est des éducateurs quand on est enseignant. Et donc on doit toujours partir du point de vue de dire, voilà, si on veut avoir un dialogue constructif avec les jeunes, il faut à un moment donné comprendre la réaction. Comprendre qu'est-ce qui amène à un moment donné un jeune qui est aujourd'hui dans le rejet ou dans le dégoût de la société, de ce qu'il vit, lui, qu'est-ce qui l'amène à un moment donné à refuser une minute de silence, par exemple. Donc, dire les propos qu'il a pu dire. Il ne s'agit pas donc uniquement de comprendre, si je te comprends bien, il ne s'agit pas uniquement finalement de projeter des valeurs ou des principes sur les élèves, mais plutôt de partir en sens inverse, d'aller comprendre ce qu'il y a dans la tête de ces élèves. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que les valeurs de l'école ou de la République, que sais-je encore, les valeurs sont les valeurs, certes, mais à un moment donné, des valeurs n'ont aucun poids si elles sont calquées sur un vécu qui est à 100 lieues de ces valeurs. On a au fronton de nos établissements scolaires, notre République, le mot d'égalité. C'est un objectif, l'égalité. Mais quand l'égalité réelle n'existe pas, quand y compris qu'on retire des moyens aujourd'hui à nombre d'écoles qui étaient autrefois dans les réseaux d'éducation prioritaire, par exemple, on peut s'interroger. Bon, je le dis en passant quand même. Et quand on a effectivement... je pense que c'est ça le rôle de l'éducateur, c'est à un moment donné se dire, voilà, un enfant qui vient à l'école, qui vit très mal à la maison ou dans son quartier, ne sera pas en capacité de mieux de
correctement apprendre par rapport à un autre. Alors ça, il faut le savoir, parce que l'approche pédagogique, tout ça pour arriver au même but, évidemment, parce que l'objectif c'est même de les tirer tous vers le haut. Mais à un moment donné, il faut savoir et comprendre. Comprendre, discuter, pour moi c'est le maître mot au-delà de la sanction, hein, parce que il s'agit pas, on a un peu, hein, je le dis, trop entendu un certain nombre de choses. On a agité un peu le bâton de la répression, hein, là, suite aux événements, hein, entre guillemets, par rapport à tous ces jeunes qui ne voulaient pas être Charlie. Il faut discuter. D'où ça vient, pourquoi, comment, quelle est la situation du monde, de la société qui les amène à réagir comme ça. C'est ça qui est important. Et pas de commencer à leur taper dessus en leur disant c'est pas bien, tu seras plus 3 jours, voire plus, dans certains cas. Je pense que ça, c'est pas jouer un rôle éducatif. On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale, mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Non, Élise, faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Oula, il faut les repérer, les traiter, les réintégrer. Ça n'augure rien de bon, car Nathalie Saint-Cric n'est pas la seule à penser ça. Toute l'éducation nationale est convoquée pour aller discipliner les sauvageons. C'est à Saïd Bouamama qu'on a demandé à quoi on peut s'attendre de la part de nos dirigeants après les attentats. Des mesures réactionnaires, et en particulier la manière dont nos tribunaux ont été saisis en comparution immédiate pour des centaines de situations. En comparution immédiate, le jeune qui a prétendument soutenu les attentats. Mais d'où tu sais un truc comme ça ? Mais c'est le syndicat de la magistrature. Syndicat de la magistrature qui s'est insurgé et qui parle d'hystérie de comparution immédiate, de justice hystérisée. Oui, il y a un communiqué officiel. Le 7 janvier, absolument, communiqué officiel du syndicat de la magistrature qui tire la sonnette d'alarme sur la mise en place d'un ordre sécuritaire et qui appelle les citoyens à faire savoir au gouvernement que ça suffit. Parce que il suffit de dire je suis pas Charlie pour parfois être en comparution immédiate. Il suffit de dire je condamne les attentats, mais je pense que ça a été instrumentalisé. C'est-à-dire que tout discours critique est immédiatement repéré. Là où il y a des relais, c'est-à-dire que, par exemple, sur la ville de Lille, pour dire les choses dans notre localité, j'espère que Madame Auvry ne finance pas le Radio Campus, sinon vous allez avoir des subventions en moins. Mais par exemple, sur la ville de Lille, on a un animateur de la ville de Lille qui, à sa pause, a juste dit « Mais moi, je ne peux pas être Charlie. Charlie est islamophobe, donc je suis contre les attentats, mais je ne suis pas Charlie. » Il a été démis. Actuellement, il y a toute une campagne pour qu'il soit réintégré. C'était à sa pause et il parlait avec un supérieur hiérarchique qui a fait de la délation après. C'est-à-dire qu'il y a un appel, c'est pour ça que je dis réactionnaire, il y a un appel à la délation. Ça s'est joué également dans l'éducation nationale. On a dit aux enseignants de faire remonter les élèves qui refusaient la minute de silence. On a demandé aux enseignants de faire remonter les élèves qui disaient « je ne suis pas Charlie ». On ne leur a pas dit. Ce qui ne veut pas dire que certains d'entre eux n'étaient pas d'accord, mais pour toute une partie d'entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'auraient pas été d'accord. On ne leur a pas dit que ça allait remonter jusqu'au proviseur et signaler jusqu'au ministère de l'Intérieur. S'il y a des enseignants qui nous écoutent, on a des situations aujourd'hui dans lesquelles des parents ont été convoqués au commissariat parce que leur gamin a refusé de faire la minute de silence dans l'école. Comment voulez-vous qu'il y ait un lien de confiance entre des parents et l'école si on prend en otage les enseignants avec ce type de pratique? Et après on demandera aux enseignants d'enseigner la laïcité, la citoyenneté, etc. Mais toute crédibilité sera perdue. Et on a lisé sur Mediapart et sur Les mots sont importants des témoignages d'enseignants en Seine-Saint-Denis sur comment ils ont vécu la situation et comment ils se sont sentis pris en otage et comment ils sont en colère contre le rôle que l'État essaye de leur faire jouer. Hier, j'étais à Bobigny pour un débat. Une enseignante me décrivait qu'elle a cru sincèrement que ça allait être une discussion entre l'élève et le proviseur, qu'elle n'était déjà pas certain, et que quand elle a appris que c'était signalé à la police, elle avait honte d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle avait l'impression d'avoir été utilisée, etc. Et donc on a vraiment, là aussi, pris les enseignants en otage, et on leur a demandé de devenir des délateurs. Ça pose des régressions à au moins 3 niveaux. Une première régression
au niveau du droit, c'est-à-dire qu'on ne va plus être, on va être dans uniquement le respect de l'ordre, et le droit se limite au respect de l'ordre, et les devoirs l'emportent sur les droits, alors que c'est normalement exactement l'inverse d'une démocratie. Les devoirs sont là pour garantir les droits. Si j'ai le devoir de ne pas te tuer, c'est pour garantir mon droit de ne pas être tué. C'est ça la logique d'un droit qui est progressiste. S'il n'y a pas de devoir, eh bien mes droits ne sont pas respectés. Si j'ai pas le devoir de ne pas te tuer, eh ben, tu auras l'autorisation de me tuer. On passe de ça à l'inverse. À l'inverse, c'est-à-dire les devoirs existent d'abord et les droits sont à part. C'est un cadeau qu'on vous fait. Il n'y a pas de dialectique entre les deux. Ça, c'est l'inverse d'un état de droit. Et je pense qu'on bascule là-dessus à chaque fois qu'on prend des mesures d'exception. De toute façon, à chaque fois que l'on prend des mesures d'exception, des traitements exceptionnels, on bascule vers quelque chose qui est de l'ordre de la fascisation, même si ce n'est pas encore le fascisme. La seconde dimension qui me semble être un basculement, c'est la compréhension de ce que c'est qu'un enseignant. On bascule de l'enseignant pédagogue à l'enseignant soldat. D'ailleurs, le débat sur les hussards noirs de la République revient. Je suis effaré que les enseignants ne disent pas non, nous ne sommes pas des soldats. Un hussard, c'est un soldat. Le vocabulaire de l'armée est utilisé, nous sommes dans guerre, et maintenant il y a des hussards. Et ce vocabulaire de guerre à l'intérieur d'une société, il faut vraiment s'interroger sur ce que ça a comme conséquence. Imaginons que les enseignants marchent dans ce piège de se sentir des soldats d'avant-garde de la laïcité, de la démocratie, de la libération de la femme, mais ils sont perdus, ils ne pourront plus parler en pédagogue. Non, l'instituteur n'est pas un enseignant, c'est un pédagogue. On ne peut pas être pédagogue et militaire. Et la pédagogie, ça n'est pas la discipline militaire. La pédagogie, c'est de l'ordre de la compréhension, ça ne peut pas être dans l'ordre de la délation. Et ces élèves qui peuvent dire même des grosses conneries, ils ont besoin essentiellement d'un débat contradictoire, ils ont besoin d'argumentaire, ils ont besoin d'avoir des adultes qui pensent et qui les aident à penser. Ils ont besoin d'avoir des adultes qui ne s'effarouchent pas parce que tel mot a été prononcé, mais qui comprennent que ce mot est le résultat de conditions d'existence et que par conséquent, c'est légitime de les dire pour pouvoir en parler. Or, on a une ministre de l'Éducation qui nous dit, quand quelqu'un refuse de faire la minute de silence, quand quelqu'un dit qu'il y a une justice à double vitesse, eh bien c'est insupportable et inentendable. Donc elle dit aux enseignants, n'écoutez pas et soyez insupportés, donc rejetez-les. Et ça, c'est une prise en otage. Donc on a vraiment un basculement là vers un ordre autoritaire. Il y a une peur immense dans la population. Il y a des boules aux tripes. Il y a des personnes... j'ai eu la chance 4 jours après les attentats d'avoir une séance de travail avec un groupe de femmes de milieu populaire avec qui j'ai écrit un livre là sur les femmes de Blanc-Ménil de milieu populaire. On a écrit tout un livre. J'ai été effaré de cette peur, avec des témoignages de femmes qui ne sortent plus. Avec des témoignages de femmes voilées qui disent « mais je n'ai jamais eu la moindre intention d'enlever mon foulard, mais je crois que je vais l'enlever ». Tellement il y a peur. Certains laïcards vivront peut-être cela comme une victoire, que des femmes enlèvent leur foulard. Moi je dis qu'une société paye toujours cher lorsqu'il y a de l'humiliation. Lorsqu'on tire son foulard par humiliation, lorsqu'on enlève quelque chose qui nous tient à cœur par peur, ça ne crée jamais rien de bon. Les conséquences ne peuvent être que négatives. Eh bien nous en sommes là. Il y a une telle peur. Alors ça montre que les 150 actes dont j'ai parlé sont en réalité extrêmement minorisés. Ces 150 actes sont les actes recensés. Toutes ces femmes décrivent des situations de méfiance dans les transports en commun, des situations de regard particulier qu'elles reçoivent, des situations d'insultes qu'elles entendent, etc. Il y a eu un vrai défoulement dans les jours qui ont suivi les attentats et surtout à propos de la manifestation, de la grande manifestation et des constats des journalistes et des constats avec toute leur analyse du dimanche sur les Maghrébins n'étaient pas à la manif sans se poser la question de ce que ça signifie. Confondre la condamnation des attentats et l'approbation de Charlie. Parce que dire je suis Charlie, c'était renvoyer l'approbation de Charlie. C'est comme si demain Marine Le Pen mourait dans un attentat et qu'on dise on va manifester je suis Marine Le Pen. Je pose la question aux gens de gauche, est-ce qu'ils le feraient ? Est-ce qu'ils le feraient ? Imaginons que demain, il y ait ce type d'attentat, ils ne le feront pas. Et ils auront raison de ne pas le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas condamner l'attentat. Le taf nous fuit comme Richard Kimball, recalé, même avec un curriculum bankable, branquignol, qui ne traîne qu'en bande comme à Gaza, et qui aurait des atomes crochus avec Abou Hamza, qui a un pied dans les manifs, un pied chez les casseurs, un pied chez les sportifs, un pied chez les dealers, un pied dans les mosquées, un pied dans les tournantes, un pied dans le bourbier, l'autre dans la
tournante. Un pied sur le minibar, l'autre sur le minibar. Un pied chez les barbares, l'autre chez les bulbares. Un pied dans les cache-bras, un pied dans les garbas. Un pied dans les gardaves et l'autre vers la Kaaba. Un pied dans les émeutes, un pied chez les homards. Un pied chez les gens neutres, l'autre chez les gens barres. Un pied chez les imams, un pied chez les Zidane. Un pied chez les arabes et l'autre chez les tziganes. C'est tout ce que la France pense de nous. L'injonction à l'intégration a fait le lit des discriminations, des frustrations, a été le terreau de toutes les formes de radicalisation, parce que toutes les fois où on appelle quelqu'un à s'intégrer, on veut faire la démonstration qu'il n'en présente pas les signes et qu'il n'en est pas capable. Pour Gilles Balbastre, que nous avons eu au téléphone, le 7 janvier a été le point initial d'un cirque médiatique qui n'est pas encore fini. Les médias, dans la course à ce mercantilisme qui caractérise les médias depuis une trentaine d'années, une vingtaine d'années, c'est qu'un produit médiatique a une durée de vie assez courte. Alors celui-là, c'est un événement, donc il dure, mais il faut l'agrémenter de sous-produits. Alors les sous-produits, ça va être bien sûr de l'unité nationale le dimanche, avec la grande manif, déjà les premières, mais le mercredi, jeudi, mais la grande manif du samedi, du dimanche. Après, il va avoir l'école, ça c'est très important, l'école et la laïcité, les événements qu'il y a eu, les refus de participer à la minute de silence, donc l'école est responsable, donc le nouveau produit qui est lancé, etc. Il y a une production incessante, c'est la guerre, la faillite des renseignements, là, je vous cite en vrac un peu, les productions d'informations, les sous-produits du produit général de ce qui s'est passé. Ça, je dirais, c'est une réalité technique de fabrication de l'information. On fabrique une information, elle est consommée par nous, très vite consommée, très vite donc un peu jetée, et de nouveau, il y en a une autre pour la remplacer, une information Kleenex. Mais c'est un peu comme les produits technologiques, la mode des fringues, etc. Ça rentre dans cette dimension-là. Alors, ça va vous faire bizarre peut-être d'entendre ça sur le 7 janvier, sur l'attentat de Charlie Hebdo, mais les médias ne se mettent pas à changer tout d'un coup. C'est pas parce que l'événement est plus important ou a l'air plus important que les médias ne procèdent pas de la même façon. Eux aussi sont dans l'instantané maintenant, il n'y a pas que BFM, ils sont dans l'instantané sur les sites internet. Et donc par exemple le Parisien disait qu'il y avait deux morts le matin lors de la prise d'otage et Kouachi, pas. Après, Porte de Vincennes, ça dépendait quel journal on regardait, quel site internet. Il y avait Libé, il y avait 4 morts, 5 morts, 6 morts, ça dépendait lequel. Toutes ces infos ont disparu. Moi j'ai fait des saisies d'écran parce que je me suis douté qu'ils avaient fait disparaître et vous pouvez plus retrouver qu'ils sont trompés. C'est mieux que Big Brother et 1984. C'est qu'ils effacent. Comme BFM a dit non, il y a une accusation, une dame a dit oui, vous avez donné qu'il y avait des gens dans la chambre froide et l'autre, le preneur d'otage, il regardait BFM, etc. Vous vous rendez compte, vous avez failli faire tuer les 5 personnes, etc. BFM a dit non, c'est pas vrai. On a retrouvé la trace d'un de nos envoyés spéciaux qui a dit une chose, etc. Mais personne n'a pu les vérifier. Parce que BFM, comme toutes les chaînes de toute info, les archives n'existent pas. Il n'y a pas d'archives, ça disparaît. Et il n'y a qu'un endroit où on peut le voir, c'est la BNF, à l'Inatec, au dépôt légal. Parce que là, il y a obligation de tous les médias, notamment audiovisuels, de déposer, depuis une loi de 95, je crois, de déposer tout ce qui passe. Mais avant que ça soit numérisé, que ça y est pas encore. Donc personne n'a pu vérifier si BFM disait la vérité ou pas. Et c'est pas les autres journalistes qui vont le vérifier, parce que aller à BNF, prendre rendez-vous et passer 4 heures pour aller vérifier si BFM a dit la vérité ou pas, j'imagine bien qu'il n'y a aucun journaliste qui aura le temps de le faire et aucun chef qui laissera un journaliste le faire. Donc tout ça peut circuler dans quelque chose qui est un à peu près, un presque vrai, un totalement faux, un presque faux, dont on ne sait pas grand-chose. Alors bien sûr, il y a eu des morts, moi je suis pas sur la théorie du complot, il y a eu des morts, il y a eu des attentats, etc. Mais toute info constamment, que ce soit même la presse écrite maintenant avec Internet, ou la radio et la télé, etc., avec leur site ou leur support toute info, constamment ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Mais il y a un genre d'évidence mais oui, mais c'est comme ça maintenant. Oui, c'est comme ça. C'est comme si un prof arrivait devant ses élèves, prof d'histoire, et Marignan 1512, 1518, 1511,
1515. Ah, mais ça c'est vrai, là. C'est-à-dire que ça paraît inconcevable être à ce point de dire tout et n'importe quoi, de pouvoir se tromper régulièrement, de faire des petites fautes, voire des plus grandes fautes, etc. Eh bien, il y a un métier qui peut, c'est les journalistes. On ne sait pas pourquoi, sous prétexte qu'il faut aller vite. Mais tout ça est devenu au fond une réalité tellement marchande, d'une compétition tellement marchande entre eux, qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Voilà, mais qu'est-ce que ça donne au final sur la démocratie? Qu'est-ce que ça pose comme conséquence? Quelle est l'onde de résonance de tout ça? Je veux dire, toute la bouillie la bordelaise à laquelle on a assisté pendant quelques jours ne répond pas. Dis donc, mais unité nationale, c'est des mots pour faire la guerre, ça? Et puis c'est vrai que dans la manifestation du 11 janvier, c'est l'OTAN qui est en tête du cortège. On a fait fort, le gouvernement a fait très fort, d'ailleurs il l'a assumé, puisqu'il l'a dit lui-même, il faut remonter à la grande guerre impérialiste de 1914 pour retrouver un tel discours sur l'unité nationale. Je vous rappelle, en 1914, les classes dominantes de tous les pays se déchirent pour savoir qui va avoir le plus gros morceau. Les peuples n'ont aucun intérêt à cette guerre. Et ça fait la guerre qui a fait le plus de dégâts. Hein, jusqu'en 1930, on ne s'est pas remis de cette guerre. Dans toutes les familles, il y a des estropiés, etc. Et cette guerre, elle est faite au moment de cette guerre, on lance la campagne Union Sacrée. Ça s'appelle, donc l'unité nationale qu'on appelle Union Sacrée. Et ici, Hollande a reparlé d'union sacrée qui était nécessaire. L'union sacrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on oublie nos divergences de classe, qu'on oublie nos divergences politiques, qu'on oublie ce qui nous sépare, parce qu'il y aurait quelque chose de supérieur qui se rattache à ça. Sauf que ce quelque chose de supérieur, c'est quoi? C'est quelque chose qui est provoqué par les politiques qui prétendent être dans l'union sacrée. C'est-à-dire que le même Hollande qui provoque des guerres et qui provoque la paupérisation ici, prétend être dans la même unité nationale avec l'ouvrier qui va payer tout ça. Qui paye tout ça par la dégradation de sa vie quotidienne, qui paye tout ça par l'argent qui, au lieu de créer des écoles, permet de faire des bombes pour aller bombarder en Syrie, qui paye... Et donc on met en place l'idée que des gens aux intérêts diamétralement opposés, complètement opposés, devraient se serrer la main. De nouveau, on tente d'unifier ceux qui devraient être opposés et d'opposer ceux qui devraient être unis. Et tout ça, pour que ça passe, il faut présenter un danger immédiat. Et donc on nous dit, oh là là, c'est la catastrophe, il y a des attentats à tous les coins de rue. C'est déjà dramatique qu'on ait un attentat, qu'on en ait deux, qu'on en ait trois. De là, en rajouter pour dire qu'il y en a à tous les coins de rue, mais on est vraiment... Le vocabulaire de guerre, il a cette fonction-là de créer de l'anxiété sociale, de telle sorte que les gens ne pensent plus. L'union sacrée, ça va jusqu'à ne plus parler des responsables de la situation. Donc on ne parlera plus des patrons qui licencient, on ne parle plus des gouvernements. D'ailleurs, Hollande a gagné 21 points en sondage, donc on ne parle plus des responsables de la situation. On va nous dire, mais voilà, on laisse tomber toutes nos divergences parce qu'il y a quelque chose de plus important. L'union sacrée a pour vocation d'empêcher de penser. Tous les esprits critiques auparavant sur la police, sur l'État, sur les politiques publiques sont mis aux côtés pour produire une demande Et tous ceux qui ont joué là-dedans, eh bien, doivent s'interroger. Sur le coup de l'émotion, on peut s'être fait avoir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils essayent de penser. Je voudrais juste souligner une dernière chose. Le même jour où l'union sacrée est symbolisée à l'Assemblée nationale par le chant de la Marseillaise, par tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Tout le monde la chante pour symboliser cette unité nationale. Ce même jour, une demi-heure après, on vote la poursuite pour 2 ans de la guerre en Irak. Ça, c'est bien le signe d'une instrumentalisation. Il n'y a même pas eu la pudeur d'attendre le lendemain ou d'attendre 2 jours après. On profite de cet élan pour dire, bon, maintenant on est bien tous d'accord, on fait la guerre. Et auparavant, une gauche qui aurait dû être critique sur mais qu'est-ce que cette guerre, c'est les intérêts de qui, et ça va régler quoi, et mettre des bombes, ça crée quoi, etc. Qu'il y ait au moins un débat contradictoire. Il n'y a plus de débat contradictoire. On vote à la quasi-unanimité, 19 abstentions seulement. Même pas des voix contre, 19 abstentions. Ça prouve qu'une instrumentalisation était bien construite et que malheureusement les anticorps à gauche étaient trop affaiblis pour pouvoir y résister. L'unité nationale devient carrément une unité internationale, puisque une grande partie des pays du monde, mais pas n'importe quel pays. Absolument. Vous aviez tout l'OTAN, c'est-à-dire les gouvernements qui font la guerre, partout. L'OTAN. C'est l'OTAN qui est là, mais l'OTAN fait cortège. Absolument. Voilà, on a l'OTAN et on veut que le peuple soit derrière l'OTAN. Pour la première fois dans l'histoire de cette société, je dis bien pour la première fois, parce que jusqu'à présent, l'OTAN, il y avait
une partie des Français qui étaient d'accord, mais il y avait toute une partie des Français qui menaient des campagnes, sortir de l'OTAN, on n'est pas d'accord avec l'OTAN. Pendant longtemps, d'ailleurs, la France n'était pas dans l'OTAN. Donc il y avait toujours une opposition à cette alliance agressive, à cette alliance militaire. Et bien pour la première fois, on a montré une unanimité populaire, un soutien populaire à une alliance de grande puissance agressive, une grande puissance guerrière. Et donc ça, c'est le premier aspect. Second aspect, on a mis dans la manifestation ceux qui financent des groupes qui font des attentats. Le Qatar et l'Arabie Saoudite sont deux puissances qui financent les groupes terroristes partout sur la planète dans leur stratégie de contrôle du monde arabe, de contrôle du monde musulman, etc. Et la liberté d'expression, ça se passe comment dans ces pays? Alors justement, par hasard du calendrier, le jour de la manifestation, où était représentée l'Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, avaient lieu les premiers coups de fouet pour un blogueur qui a critiqué la conception de l'islam du roi, et il disait critiquer la conception réactionnaire de l'islam du roi. Il était condamné à 1000 coups de fouet, 50 par semaine, et le même jour où il y avait la manifestation, et tout le monde le savait, et Hollande le savait, et les journalistes le savaient, il y avait les premiers 50 coups de fouet pour ce blogueur. De l'hypocrisie public de ce type-là, il y en a dans l'histoire, il y en a plein, mais à cette hauteur-là, il faut remonter, il y a un cynisme public, là, un cynisme hollandais qui est particulièrement important, un cynisme valsien qui est particulièrement important. C'était une autre raison de ne pas être Charlie. Je ne parle même pas de la présence de Netanyahou, qui est et trois de ses ministres, alors même qu'on sait que cet été, des dizaines de milliers de citoyens français, beaucoup issus de l'immigration, mais pas que, étaient dans les rues parce qu'il y avait un massacre sans nom en Palestine. Là aussi, c'est une autre raison qui a amené beaucoup de personnes issues de l'immigration à ne pas être dans la manifestation. Là, il s'agissait de réhabiliter des assassins, de profiter de l'émotion pour blanchir la police, qui devient d'un seul coup quelque chose à admirer, blanchir des assassins comme les Netanyahou, comme les rois d'Arabie Saoudite et du Qatar, et troisièmement, d'amener un soutien aux guerres de l'OTAN. On a eu, sans doute que les historiens du futur décriront cela dans les cours de journalisme, d'histoire, etc. On a eu la chronique d'une instrumentalisation généralisée. Comme Mesrine envers les journalistes, Bouléria de ta barbe, dis-leur compte panique. Musulmane de ton voile, dis-leur compte panique. Banlieusard de ta ville, dis-leur compte panique. Mon slogan, ma donne vie, c'est le compte panique. Prolétaire de ta classe, dis-leur compte panique. Africain de ta peau, dis-leur compte panique. Musulman de ta foi, dis-leur compte panique. Mon slogan, ma donne vie, c'est le compte panique. Don't panique, voici mon slogan. Sortez les cuirasses et renfilez les gants. Tous les jours au centre de la cible, car tous les jours je suis musulman. Tout au long de l'émission, vous avez entendu Médine, Don't Panic. Et Nassira Ghenif Soulemas à l'émission des paroles et des actes du 20 janvier. L'injonction à l'intégration a fait le lit des discriminations, des frustrations, a été le terreau de toutes les formes de radicalisation, parce que toutes les fois où on appelle quelqu'un à s'intégrer, on veut faire la démonstration qu'il n'en présente pas les signes et qu'il n'en est pas capable. Voilà ce qu'il fallait dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. C'était Travail ta gauche, l'émission qui s'adresse à votre entendement les premiers et troisièmes lundis 8h de chaque mois sur Radio Campus 106,6 FM et campuslille.com. Rendez-vous le lundi 2 mars à 8h pour entendre Serge Alini, rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui nous livrera une réflexion sur l'état de la gauche. Réécoutez nos émissions sur YouTube, tapez Travail ta gauche. Aïe. L'autre jour, j'ai convoqué Madame Koulibaly parce que ces gosses avaient encore oublié d'apprendre leur leçon sur la laïcité. Oh, les parents, vraiment! Tu sais pas ce qu'elle m'a dit? Qu'elle faisait des ménages le soir et qu'elle avait pas le temps de s'occuper des petits, d'autant plus que le grand frère part en vrille avec ses problèmes de chômage et de logement. Ah bah, voilà, ça va être encore la faute de la société. Mais il y en a qui arrivent. Regarde les patrons, plus 30% de bénéf en 2014. Ça, c'est la classe.
Thank you.